Véritable question. Quelles sont les causes réelles de l'intervention de la coalition armée en Libye? Quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette intervention? Pour les Libyens d'une part, pour l'ensemble de la sous-région d'autre part. Donc pour vous, il y a un lien entre l'intervention française et cette affaire de financement présumé? Mais non, tout le monde s'y est mis, voyons. Je vous rappelle que c'était l'OTAN, que le directeur des opérations de l'OTAN était un général, Bouchard, qui à la suite de la campagne menée par l'OTAN en Libye, à la suite de la guerre déclarée par l'OTAN en Libye, a été décoré au Canada. Vous aviez tous les pays, vous aviez le Canada, vous aviez la France, vous aviez la Grande-Bretagne, vous avez l'ensemble des pays, sauf l'Allemagne, qui ont participé à cette agression armée contre la Libye. Alors que maintenant, si vous voulez, on vienne nous parler de la campagne, du financement de la campagne, peu m'importe. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, à la suite de cette intervention, vous avez 1 million... Alors, quelles étaient les raisons de cette intervention? Il faudrait écouter, c'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire non, mais pas du tout, parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention armée. Les Britanniques aussi y ont été associés. Il fallait qu'il y ait les États-Unis qui ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats Arabes Unis y ont été associés, l'Arabie Saoudite y a été associée. Mais vous avez été au cœur du système libyen, vous avez été au cœur de l'État libyen. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale. Car à partir du moment où il a pris cette décision... C'était en quelle année? C'était en 2008-2009. Car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. Mais ça n'a pas empêché le rapprochement de Mouammar Kadhafi avec Nicolas Sarkozy. Il a été reçu. Mais il n'y a pas il a été reçu à Paris. Oui, il y a eu le rapprochement Nicolas Sarkozy et Kadhafi, mais il y a eu d'autres rapprochements. Mais il remonte à quand ce rapprochement avec le régime libyen et Nicolas Sarkozy? Mediapart diffusait un document en 2012 faisant état d'une rencontre entre Nicolas Sarkozy et Moussa Koussa, le chef des services secrets libyens. Une rencontre qui remontait à 2006. Est-ce que vous confirmez? C'est à partir du moment où vous savez qu'il y a eu une période d'embargo qui a été mise en place à l'encontre de la Libye, en particulier à la suite de l'attentat du DC-10 de l'UTA et de l'attentat de Lockerbie. Bien. À la suite de ces mesures d'embargo et au fil du temps, il y a des rapprochements qui ont été mis en place. Dans le cadre de ces rapprochements, d'ailleurs, les services secrets libyens ont collaboré, ont coopéré avec les services secrets occidentaux. Il y a quand même un fait qui devrait retirer votre attention. Prenez l'exemple d'Abdallah Senoussi, dont on dit qu'il est la boîte noire des secrets du régime de Kadhafi. Je vous rappelle qu'il a été arrêté en avril 2012 en Mauritanie. Lorsqu'il est arrêté en Mauritanie en avril 2012, il fait l'objet de 2 pièces de justice qui lui sont applicables. L'arrêt par contumace rendu par la Cour d'assises de Paris dans l'affaire du DC-10 du TA, premièrement. Deuxièmement, d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Nous sommes en avril 2012.
Nicolas Sarkozy est président de la République. Est-ce que la France a demandé à la Mauritanie son extradition, alors qu'il y a une convention judiciaire entre les pays? La réponse est négative. Est-ce que la Cour pénale internationale a demandé à la Mauritanie le transfert d'Abdallah Senoussi à La Haye? La réponse est négative. Abdallah Senoussi a été transféré de Mauritanie en Libye au mois de septembre 2012. Depuis le mois de mai 2012, dans tous les cas depuis le mois de juin 2012, le président de la République était François Hollande. La garde des Sceaux était Christine Taubira. Est-ce que la France, entre le mois de juin 2012 et le mois de septembre 2012, a demandé son extradition à la Mauritanie? La réponse est encore négative. CQFD? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Parce que si Abdallah Senoussi avait été transféré, par exemple, en France, il aurait pu répondre aux accusations. Ancien patron des services de renseignement. Ancien patron du service de renseignement. Il aurait d'abord pu répondre aux accusations portées contre lui dans le cadre de l'affaire du décédiste du Théa. Bien. Il aurait pu s'expliquer sur les accusations qui étaient à l'origine du mandat d'arrêt. Mais ça veut dire quoi? Qu'on est en train de couvrir Nicolas Sarkozy à Mais cette non, mais époque-là? pas du tout. Ce que l'on couvre, c'est en réalité tout ce qui a constitué les relations entre la Libye et les États occidentaux dans un certain nombre de domaines, sur le plan économique, sur le plan financier, surtout également sur le plan des renseignements. Sur le plan des renseignements, je vous rappelle quand même que Belhadj, qui est un islamiste qui avait été arrêté, qui a combattu en Afghanistan et qui avait été arrêté par les Anglais en Extrême-Orient. Ils l'ont transféré en Libye, à Tripoli. À son arrivée à Tripoli, c'est Saïf el-Islam qui l'a fait libérer. Donc cette coopération entre les services libyens d'une part et les services occidentaux, je ne dis pas seulement les services français, je dis les services occidentaux, était de nature, effectivement, à gêner l'ensemble de ce que l'on appelle la politique internationale. Ça veut dire qu'on est au début de l'affaire, il y a d'autres personnalités politiques qui vont être inquiétées? Mais écoutez, un État a des intérêts, il n'y a pas d'amis. Ce n'est pas moi qui le dis. Lorsqu'il y a une élection présidentielle, un État peut préférer qu'un tel candidat soit élu plutôt que tel autre candidat. Mais à votre avis, un État met-il toujours tous les œufs dans le même panier? Si vous vous posez la question, vous avez déjà la réponse. Sur l'affaire Sarkozy, vous me répondez pas sur... non, je vais vous dire mais excusez-moi, sur le fils de Mouammar Kadhafi, sur Saïf al-Islam, vous le connaissez bien. Est-ce qu'il a des preuves aujourd'hui, le fils de Mouammar Kadhafi, sur ce financement présumé? Eh bien, écoutez, si la France avait demandé l'extradition d'Abdallah Senoussi en 2012, que ce soit au mois de juin d'avril 2012, au mois de juin 2012, la question serait réglée. Question, pourquoi la France ne l'a pas fait? Pourquoi la France ne l'a pas fait alors que Sarkozy était président de la République, certes en avril 2012, mais que François Hollande l'était depuis le mois de juin 2012. Mais est-ce que Saïf al-Islam a des preuves? Mais c'est à lui qu'il faudra le demander lorsqu'il acceptera de s'expliquer sur la question. Pour l'instant, Saïf el-Islam a d'autres ambitions. Sa préoccupation, son but, c'est la réinstauration de la paix et de la sécurité en Libye. Vous le défendrez si il est entendu par la justice française? Mais il n'a pas à être entendu, Saïf el-Islam. S'il a des preuves. Oui, mais il ne peut pas être poursuivi, si vous voulez. Entendu. Non, entendu, j'ai pas besoin d'assister à un témoin. Un avocat n'assiste jamais à un témoin. Non, le représenter. Non, je ne peux pas le représenter. Il y a une autre figure libyenne qui aurait aussi des informations, l'ancien Premier ministre Baghdadi Mahmoudi. Est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré lorsqu'il était en Tunisie. Lorsqu'il avait été arrêté en Tunisie, là aussi, il y a une sorte de palinodie judiciaire auquel s'est prêtée la Tunisie, si vous voulez, pour le transférer en dehors de tout cadre légal. Mais est-ce qu'il a des informations sur cette affaire? Mais il faudra lui poser la question. Lui-même pourrait être entendu. Il n'a jamais été entendu. Bon, il lui appartiendra de répondre à ces questions. Ce n'est pas à moi, si vous voulez. Moi, je ne suis pas le porte-parole. Non, mais vous l'avez rencontré, peut-être que vous avez des informations. Je l'ai rencontré, mais vous savez, moi, je suis tenu, par le secret professionnel, et je tiens beaucoup au secret d'instruction, parce que le secret d'instruction, c'est une garantie des droits de la défense. Les procès qui se déroulent dans la rue se font en marge des vertus que requiert la justice. Merci.